Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci infiniment de votre présence nombreuse pour cette conférence de presse de présentation du 103e congrès des maires et des présidents d'intercommunalités de France. Je salue la présence de tous les membres, enfin d'un certain nombre de membres de nos instances dirigeantes, André Léniel, Philippe Laurent, Mohamed Niabali, François Deluga, et évidemment David Lisnard, Agnès Lebrun et Christophe Rouillon. Ce 103e congrès se tient dans une petite quinzaine de jours. Nous sommes évidemment très heureux d'abord de vous retrouver ici au siège de l'AMF. Vous suivez nos travaux, vous suivez nos positions, vous suivez l'animation de l'ensemble des positions que nous prenons, mais nous n'avons pas pu nous retrouver les uns et les autres depuis de nombreuses semaines. Et c'était également la même chose pour notre congrès. Ça va être d'abord le congrès des retrouvailles. Je veux dire que ce sera la première fois pour la génération 2020, cette génération qui s'est levée, qui a pris ses responsabilités, qui a demandé un espoir et qui est engagée et qui s'est engagée tout de suite dans le cadre d'une crise sans précédent qui a été la gestion du Covid, pour protéger nos administrés, garantir le contrat social et créer des politiques publiques de coordination avec l'État sur les différentes étapes de la gestion de ce Covid, entre d'une part la problématique de logistique avec la problématique et la question des masques, ensuite l'organisation des tests, puis les vaccinodromes, puis l'accompagnement des différentes mesures dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Cette génération a été au cœur de la prise de responsabilité immédiate et instantanée, mais c'est une génération qui n'a pas eu l'occasion de se retrouver à Paris pour le congrès de l'an dernier, puisque nous avons été contraints, pour toutes ces raisons bien évidentes, de ne pas tenir ce congrès. C'est donc un congrès de très grande importance, congrès de retrouvailles. Nous attendons autour de 10 000 personnes, concernant tous les maires et présidents d'intercommunalités, plus tous les acteurs qui sont intéressés évidemment par nos travaux. C'est également le congrès de renouvellement des instances dirigeantes de l'AMF pour la présidence, puisque chacun sait la décision qui a été la mienne de ne pas me représenter à cette présidence de l'AMF, pour le bureau et pour le comité directeur de l'association. C'est un congrès de bilan de la crise aussi, qui conforte de façon spectaculaire, incontestable, indiscutable et je dirais irremplaçable le rôle et la place du maire comme pilier de la République. C'est un congrès également pour remercier les maires pour leur action au service de la population. Ils ont été présents, ils ont été disponibles, ils ont été à l'écoute, ils ont été agiles, ils ont été à la manœuvre, ils ont été irremplaçables. Et de ce point de vue, ce sera aussi un congrès d'hommage aux maires pour l'action qui a été la leur à travers cette période. Ce sera naturellement également un congrès d'échange, de partage d'expériences, de dialogue essentiel avec les plus hautes autorités de l'État qui nous feront l'honneur, par leur présence, de venir suivre et accompagner et conclure nos travaux. Ce sera également naturellement un congrès d'interpellation des pouvoirs publics pour appeler à plus de liberté locale au service d'une plus grande proximité dans la perspective des débats autour de l'élection présidentielle. Et ce sera un congrès qui portera un appel fort à la nécessaire redéfinition des relations entre l'État et les collectivités locales. La crise sanitaire a montré et a démontré à quel point les communes et les intercommunalités constituent un pilier fort de la République au service de la population. J'évoquais à l'instant cette réactivité, cette agilité, bien au-delà des champs de compétences. Nous avons demandé à nos agents territoriaux de dépasser leur poste, d'être présents 24 heures sur 24, matin, midi et soir, les week-ends. Et il y a beaucoup d'enseignements à tirer sur ce nouveau partage de responsabilités que nous appelons de nos voeux. Le congrès, je le rappelle, se tiendra donc les 16, 17 et 18 novembre au Parc des Expositions de la Porte de Versailles et il sera précédé le 15 novembre à la Maison de la Mutualité de la traditionnelle réunion des élus d'outre-mer qui ont été également largement à la manœuvre confrontés au développement du Covid dans nos territoires ultramarins dans des proportions que la métropole n'a pas toujours connues et nous leur rendrons également l'hommage qu'ils méritent eu égard à ce degré d'implication. Il y aura plusieurs débats au cœur de l'actualité, des débats en plénière autour de cette question des libertés locales, à l'épreuve des crises et puis de la problématique de la libre administration de nos collectivités territoriales.
Les communes et les intercommunalités qui sont les leviers majeurs de la relance. Je rappelle que l'investissement public en France est porté à une très large majorité par les collectivités locales. Et à l'intérieur de ce bloc, autour de 70-75%, c'est le bloc communes et intercommunalités qui représente le levier le plus fort de l'investissement public, donc l'acteur majeur du rendez-vous de la relance et de la coordination des différents programmes d'investissement. Un grand débat également autour des ruralités, les nouvelles dynamiques territoriales. Il y a des enseignements à tirer sur le post-Covid, mais cette dynamique était engagée précédemment. Une problématique naturellement autour des finances locales, la question, le double défi de cet investissement que j'évoquais, mais aussi du financement des services publics de proximité que nous produisons au service de la population. Il y aura une vingtaine de forums et de points infos qui seront proposés sur des sujets de préoccupation majeure pour les élus locaux, notamment la question de la gestion des transitions numériques, démographiques, mais aussi écologiques, les problématiques de sécurité, les débats qui existent, l'ordre public, la tranquillité du voisinage, les polices nationales, polices municipales. Tout cela anime de façon vigoureuse nos débats entre nous, maires, mais anime de façon également vigoureuse la société française. Ces sujets seront abordés sans tabou, sans totem non plus, au sein de tous ces forums. Il y aura aussi la présentation d'enquêtes et d'études exclusives. D'abord, une qui sera portée par Martial Foucault, que chacun connaît, qui est le directeur du CEVIPOF, notamment sur les attentes des Français et leur représentation du rôle de la commune. Il y aura aussi une présentation très attendue de la Banque des Territoires et de la Caisse des Dépôts en lien et en partenariat avec l'Association des maires de France, qui est l'analyse financière des communes et des EPCI en 2020, qui est une première année de mandat inédite. Nous observerons les conséquences sur l'autofinancement, sur la structuration des dettes, sur au fond la mobilisation et le coût pour les collectivités locales. Nous rappellerons à cette occasion que nous avions porté une demande de nationalisation par l'État de la dette liée au Covid pour les collectivités locales. Cela continue à nourrir nos échanges avec l'État. Il y aura sur la partie territoires et finances une étude sur les principaux ratios financiers des communes, là aussi avec la Banque Postale, la Banque des Territoires et la Caisse des Dépôts, et une analyse financière des communes et des intercommunalités de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion. La situation est extrêmement tendue. Toujours plus d'innovation également et plus d'interactivité, de liens, d'écoute, l'organisation de points conseils, des moments de rencontre avec les équipes de l'AMF, lancement également de maire.tv, la web TV de l'action locale qui va permettre à un large public de bénéficier d'une programmation, d'une sélection de temps fort au congrès du Salon des maires. Et naturellement, en parallèle de notre congrès, se tiendra la 25e édition du Salon des maires et des collectivités locales, dont l'AMF est copropriétaire. Et je passerai évidemment la parole à Julien Elmaleh, que je remercie, qui est le directeur général du groupe Info Pro Digital et qui vous présentera les temps forts et les principales innovations. Je voudrais, pour conclure cette présentation, remercier chaleureusement Léopold Strajnik, qui est le directeur de la rédaction de France Bleu, et naturellement le président Christopher Baldelli, président de Public Sénat, qui est un partenaire traditionnel, aimé, estimé, respecté depuis de nombreuses années et qui, pour ce 103e congrès, produit un effort significatif qui va naturellement satisfaire tous les congressistes, mais qui, je crois, satisfera beaucoup les téléspectateurs de Public Sénat, qui sont nombreux et qui écoutent et qui regardent et qui ont besoin de cette information du coin de la rue et qui verront la République rassemblée pendant 3 jours à Paris et qui aura ce relais national grâce à ce partenariat avec Public Sénat. Et je veux saluer également l'action, l'implication et le degré également de, de précision et de compréhension et au fond d'intérêt des travaux que nous portons à la tête de chacune de nos communes et qui sont relayés dans tous les débats et toutes les animations par Public Sénat. Voilà quelques éléments que je souhaitais partager avec vous. Et je vais donner la parole aux membres de la direction. Et puis ensuite, je donnerai la parole à M. Elmaleh. Et puis, je donnerai la parole à Christopher Baldelli, ainsi qu'à M. Strajnik. Et ensuite, nous répondrons naturellement à vos questions. Merci François. Congrès particulier, cela vient d'être dit. Congrès de renouvellement, c'est devant nous. Mais congrès bilan aussi. Nous arrivons à la fin d'un mandat de 4 ans, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il a été particulièrement complexe, difficile, et que nous avons dû affronter un certain nombre de questions pour lesquelles beaucoup d'entre nous, et je pense en particulier aux nouveaux maires, n'étaient pas préparés.
Je voudrais remercier François Baroin pour ces 4 années que nous avons passées ensemble. J'aurai l'occasion de le faire autrement et mieux à un autre moment. Mais nous avons, avec François Baroin, conduit l'AMF dans la tradition de dialogue qui est la nôtre, avec l'appui permanent de ces instances. Et je voudrais ici remercier, après François, l'ensemble du bureau, l'ensemble du comité directeur, l'ensemble de nos présidents d'associations départementales, car c'est à travers eux et à travers, bien entendu, l'ensemble de nos adhérents que nous avons pu mener dans la concorde toute une série d'actions sur lesquelles je ne reviendrai pas en détail. Nous avons, avec constance, assuré le respect de la diversité. Nous avons garanti l'unité et l'indépendance de l'Association des maires de France. Nous avons assuré, mais c'est notre mission, la défense de nos communes. Nous avons proposé chaque fois que possible. Nous avons dialogué, parfois contesté. Nous avons par ailleurs constitué une belle entente avec l'Association des régions de France et l'Association des départements de France dans le cadre de Territoires unis. Ces actions, nous les revendiquons. Nous les revendiquons comme autant d'actions au service des maires de France. Nous avons dû aussi, parfois, refuser, combattre, faire preuve de résistance lorsque des remises en cause des libertés locales se sont présentées. Nous avons parfois le sentiment que depuis 4 ans, il y a une incompréhension du monde local de la part de l'État. Dois-je rappeler la stigmatisation? Elle a démarré dès juillet, qui suivait les élections présidentielles, c'est-à-dire quelques semaines après. C'était dans le cadre de ce qu'on a appelé à l'époque la Conférence nationale des territoires. Et que nous a dit le président ce jour-là? Que nous étions trop nombreux, dépensiers. Quelques semaines après, il nous a expliqué que nous étions clientélistes. Ça a d'ailleurs été répété 3 fois dans son discours lors de la présentation du rapport Borloo. Ce qui a entraîné d'ailleurs, j'allais dire, l'échec de ce rapport. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, ce sont des actes encore plus insupportables. C'est le balance ton maire, en même temps qu'il y avait balance ton porc. C'est la dénonciation par le ministre de l'Intérieur des 6000 communes qui avaient osé user d'une liberté, celle d'augmenter la taxe d'habitation. Alors il paraît qu'on nous trouve incommodes, nous, l'Association des maires de France. Mais qui d'entre vous aurait envie d'être commode après avoir été traité de cette façon? Nous sommes simplement, j'allais dire, avec vigilance, constance, les défenseurs des maires de France. C'est notre mission. Nous avons aussi subi une recentralisation sans précédent. La nationalisation de la fiscalité locale. Nous en avons souvent parlé les uns et les autres. C'est la taxe d'habitation, c'est la taxe sur l'électricité, c'est comme ça 10 milliards d'impôts économiques qu'on nous soustrait. Or, certes, on nous les compense la première année, mais nous savons ce que veut dire la suite des événements. En tout cas, ça serait une immense nouveauté dans le paysage français que tout soit respecté dans la durée. C'est aussi, et ça a été dit, la compensation totalement insuffisante des dépenses, des charges nouvelles, des pertes de recettes qui ont été les nôtres pendant la crise. C'est la recentralisation également de toute une série de pans de notre activité, parfois essentiels comme l'urbanisme, comme l'eau, l'assainissement, comme le logement. Nous avions alerté avec François Baroin, il y a de cela 3 ans, lorsqu'il y avait eu les réformes APL et autres, en indiquant que ça risquait de tarir
la construction. Alors, ça ne l'a pas tari complètement, bien entendu. Mais il suffit de regarder aujourd'hui les chiffres pour constater que ce que nous disions à l'époque s'est malheureusement révélé exact. C'est les contrats léonins, pardon, on les appelle de Cahors. Je ne sais pas s'il y a eu des lions à Cahors. Mais ces contrats sont surtout des contrats de contrainte. C'est le fait qu'on procède maintenant par appel à projet et que de plus en plus, c'est l'État qui indique quels sont les investissements prioritaires que nous devrions mettre en œuvre. Ça veut dire, à travers tout cela, que nous avons aujourd'hui une constitution bafouée. La libre administration, qu'en reste-t-il aujourd'hui? C'est une guenille. Quant à l'autonomie financière et fiscale, elle est devenue un fantôme. Cela veut dire qu'il faudra sans doute que la future direction de l'Association des maires de France saisisse le Conseil constitutionnel de ces graves dérives qui, aujourd'hui, rendent difficile, pour ne pas dire parfois impossible, une saine gestion de nos collectivités territoriales. Et puis, c'est la crise, bien entendu, les crises que nous avons dû affronter, la crise des Gilets jaunes, où là, le dialogue s'est renoué. On a constaté au niveau de l'État que ça pouvait être utile de se tourner vers les collectivités locales, qu'il pouvait être indispensable pour que le dialogue républicain puisse retrouver toute sa place. Et puis, ça a été la crise sanitaire, mais la crise sanitaire, elle engendre aussi une crise économique dans beaucoup de nos territoires et bien évidemment une crise sociale. Et là aussi, nous avons été conduits, nous les maires, à suppléer un État hésitant, défaillant, et nous avons eu des maires réactifs, présents, efficaces. Les maires ont démontré leur capacité à faire, et les citoyens ne s'y sont pas trompés. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui le degré de confiance accordé par nos concitoyens aux maires est plus forte que cela n'a jamais été le cas, puisque nous sommes quasiment à 75% dans la dernière étude du Cevipof. Notre Congrès, il doit assumer cette situation et se projeter. Et pour cela, je crois que ce qui doit nous conduire, c'est une volonté émancipatrice. Nous n'avons pas vocation à être des sous-traitants de l'État. Nous n'avons pas vocation à ce que nos budgets soient des budgets annexes de celui de l'État. Nous voulons affirmer très clairement, et je suis sûr que nous sommes unanimes sur ce point, notre souhait d'un dialogue, et d'un dialogue réel, non pas de ces consultations qui ne débouchent jamais, d'un dialogue exigeant et loyal. Cela fait maintenant bien longtemps que nous le réclamons, mais il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre. Je ne continuerai pas la citation. La France a manifestement besoin de l'innovation locale, d'une démocratie de proximité. Les citoyens veulent aussi de la proximité. Et il y a 3 mots qui doivent illustrer l'action que nous aurons à engager dans les 3 années qui sont devant nous. Ces 3 mots sont simples, mais ils demandent réalité. C'est liberté, c'est responsabilité et c'est confiance. Ces 3 mots-là, aujourd'hui, nous manquent souvent cruellement. Merci beaucoup, André. Tout le monde en est d'accord, je passe la... Tu veux dire un mot, Philippe? Oui, merci François. Je voudrais, en quelques mots simplement, pour ne pas être trop long, vous dire combien je partage ce qui a été dit par François Baroin il y a un instant et le constat qui a été dressé également par André Léniel. Je le partage d'autant plus que, comme d'ailleurs toutes les personnes qui sont ici, nous avons été du même combat et nous avons été unanimes pendant toutes ces années pour dire ce que dit aujourd'hui André. Je crois que ce congrès, en particulier, il est important, tous les congrès sont importants, mais celui-ci est particulièrement important. Bien sûr, il y a le renouvellement des instances, mais il y a surtout le moment où nous sommes. Nous sommes à un moment où il va falloir choisir. Pas nous, pas l'AMF, mais le pays va devoir choisir
vraiment savoir si on continue sur cette pente qu'a décrit André, c'est-à-dire de dévitalisation d'une certaine manière des communes et plus globalement des collectivités territoriales, ou si notre pays franchit enfin le pas de la modernité pour devenir un pays décentralisé. Mais pas décentralisé simplement dans les mots, pas décentralisé seulement dans la gestion du quotidien. Ça, on sait le faire, mais décentralisé dans sa tête, dans sa culture. Un pays dans lequel on fait confiance, on se fait confiance mutuellement et on accepte que les autres exercent des responsabilités politiques, disons le mot, des responsabilités politiques, des choix politiques locaux. Ce qui veut dire, entre parenthèses, l'autonomie fiscale dont a parlé André et dont nous parlons souvent. Et donc, cette croisée des chemins à laquelle nous sommes, il faut vraiment que nos concitoyens en aient conscience. Moi, je suis de ceux qui espèrent, mais je crains d'être déçu, que le prochain débat présidentiel, pas présidentiel de l'AMF, présidentiel national, que le prochain débat présidentiel porte aussi sur cette question, porte sur le fait que la décentralisation doit être un pilier, est un pilier d'un projet de société. Ce n'est pas seulement une question administrative, comme le voient trop souvent nos concitoyens, ou comme d'ailleurs on veut nous le faire croire. Et donc, c'est vraiment le message que nous voulons ensemble faire passer lors de ce congrès. On est à la croisée des chemins. Voilà. Donc, ce choix qu'il faudra faire, que notre pays devra faire, nous engagera très fortement pour l'avenir, parce qu'il ne s'agit pas, à la limite, seulement des communes, il s'agit aussi des départements, il s'agit des régions, et puis plus globalement, il s'agit en fait du fonctionnement de notre pays tout entier. Voilà le choix de la décentralisation. Merci Philippe. David. Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames, messieurs, le thème qui a été retenu pour ce congrès, ce sont les maires en première ligne face aux crises. Parce que ce que nous vivons depuis ces dernières années, en particulier avec la pandémie, c'est précisément celui du retour à la signification même de la politique, qui n'est pas que la gestion de la cité, mais qui est la protection et la projection du groupe face à un environnement incertain. Et ces crises, une crise c'est quoi? Une crise c'est une souffrance immédiate, mais c'est aussi un accélérateur de transition, de changement. Et face à ces crises, non seulement les maires sont présents, en première ligne, comme cela est indiqué, mais en outre, la commune est un élément de modernité. La commune est un accompagnateur de ces transmissions et de ces transitions, est un catalyseur. Et c'est cela de façon unanime, et cette tribune aujourd'hui en est le symbole. Nous serons toujours unanimes face à l'archaïsme centralisateur. Et donc dans ce congrès, qui est celui tel que l'ont fort bien rappelé les précédents orateurs, celui du retour à la réunion en présentiel, eh bien d'abord, nous saurons et nous devrons souligner et rendre hommage à François Baroin. François qui, avec le bureau, mais on ne va pas s'autocongratuler, avec son bureau, François a su avec élégance, avec pertinence et avec résonance porter la voix des maires de France. Et je crois que dans cette période que nous venons de vivre, André a parfaitement énuméré un certain nombre de brimades à l'égard des collectivités territoriales en général et des mairies en particulier que nous avons subies. Il était important d'avoir cette capacité, avec cette élégance, je vais le rappeler, de porter la voix des maires de France. Et je pense que nous sommes ici unanimes pour l'en remercier et lui saluer le travail qu'il a fait. Après Jacques Pélissard, vous savez, avec qui j'ai un lien particulier, puisque c'est lui qui, le premier dans ma vie politique, m'a accordé sa confiance et qui m'a formé. Mais dire à quel point l'AMF a eu de la chance. Je reste dans les rimes en anse, tiens, je vais essayer de continuer. A eu de la chance et a de la chance d'avoir François Baroin. Deuxième élément, c'est que pendant nos travaux, pendant nos congrès, et dans l'attente des élections nationales, présidentielles et législatives, les enjeux pour les communes continuent. Philippe vient de le rappeler à juste titre. La loi 3DS va revenir à l'examen à l'Assemblée nationale. Le Sénat, heureusement,
a produit un travail qui a permis de remettre un peu de bon sens, vous voyez, dans l'examen de ce texte. Mais la dévitalisation, qu'elle soit financière, budgétaire ou en termes d'urbanisme des communes, continue. Le fait pour un maire de ne pas pouvoir s'opposer à un champ d'éoliennes sur sa commune est un retour en arrière absolument inacceptable. Le fait de nous retrouver face aux injonctions contradictoires qui, dans la même semaine, verront qu'on nous dira de plus construire pour faire du logement, mais de ne plus construire pour répondre à l'objectif de zéro artificialisation nette, est absolument inacceptable. Donc, pendant nos congrès, pendant notre compétition pour le renouvellement des instances et de la présidence de l'AMF, la vie continue et notre devoir envers les communes continue. Et nous l'exerçons et c'est ce que nous rappellerons lors de ce congrès. Et pour cela, il est pour nous essentiel d'avoir une personne de la qualité de François qui, jusqu'au bout, s'investit pour l'AMF. Il a annoncé il y a plusieurs mois qu'il ne se renouvellerait pas, comme peut le faire un président d'exécutif responsable, qui plusieurs mois avant une échéance dit qu'il ne retournera pas, en respectant les processus démocratiques. Mais on peut saluer le fait que jusqu'au bout, François s'engage avec la compétence qui est la sienne. Et puis, notre enjeu, ce n'est pas d'être simplement sur la défensive, c'est de montrer, je terminerai là-dessus, rassurez-vous, que la commune, non seulement est moderne, mais que la commune est l'institution essentielle de l'avenir du pays. Que la commune est porteuse d'avenir, de futur, si vous voulez l'angliciser un petit peu. Que la commune, c'est le lieu de la communauté d'expérience, comme dirait Pierre Manant, celle de la tradition, de l'histoire, de la transmission, mais aussi de la projection. Et cela ne pourra exister que si les maires sont libres et responsables. Libres face à l'impôt et responsables face aux citoyens. Libres face au droit d'être des porteurs de projets et responsables face à l'opinion. Les maires sont des citoyens parmi les citoyens, engagés, et c'est pour ça qu'ils sont encore populaires dans une époque relativiste et parfois nihiliste. Alors pour cela, eh bien, nous aurons à cœur de démontrer que la commune, les communes de France, sont des facteurs de performance, sont des facteurs porteurs de sens, mais aussi d'une espérance. Merci à vous. Merci David, ça fonctionne. Je vais vous passer la parole, Monsieur Elmaleh, pour la présentation du salon. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Julien Elmaleh, le directeur général d'Infopro Digital. Nous sommes une ETI française de presque 4000 salariés, spécialisée dans l'information et les services pour le secteur public et les entreprises. Nous sommes présents dans 17 pays. La moitié de notre activité est en France, et vous nous connaissez sûrement en France à travers nos marques médias, qui sont la Gazette des communes, le Courrier des maires, le Moniteur dans la construction et les travaux publics, ou bien encore l'Usine Nouvelle dans l'industrie. Pour la photo. Ah, et moi, j'ai moins l'habitude que vous aussi, c'est pour ça. Alors, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, puisque l'édition 2020 du Salon des maires n'a pas pu se tenir en présentiel en raison de la Covid-19. Nous avons organisé une édition digitale en 2020, mais je dois vous dire que fatigués des visioconférences, des Zooms et autres Teams, nous nous réjouissons de nous retrouver en 2021 en personne, en face à face, comme on le dit dans le monde du salon et des événements. Pendant cette pandémie, les équipes d'Infopro Digital et de l'AMF ont su démontrer qu'elles pouvaient s'adapter et rebondir, que cela soit pour inventer en un temps record une édition digitale en 2020, ou bien travailler de nouvelles idées pour 2021, dont je vais vous parler dans quelques instants. Cela fait 25 ans que nous avons le plaisir d'être associés avec l'AMF aux destinées du Salon des maires, et ce n'est pas la première fois que nous avons dû nous adapter. Je me rappelle qu'en 2015, et vous vous en souvenez sûrement, nous avions été contraints d'annuler l'édition du Salon des maires au lendemain des attentats tragiques de novembre. L'édition 2016 avait été ensuite un succès, démontrant l'utilité de ce salon, aussi bien pour les collectivités que pour les entreprises. Revenons maintenant sur l'édition 2021 du salon. Elle s'enrichit encore pour accompagner encore mieux les élus et leurs équipes pour faire face aux grands défis actuels, réchauffement climatique, santé, sécurité, vivre ensemble. Vous connaissez parfaitement ces grands défis, je ne vais pas y revenir pendant cette conférence de presse. Ils sont d'ailleurs traités tout au long de l'année dans nos médias, que cela soit avec un nom plus secteur public dans la Gazette des communes ou plus entreprise dans l'Usine Nouvelle. Et pour cela, donc, nous avons revu l'organisation du salon qui évolue et qui va être maintenant par grand domaine d'achat des collectivités. Donc concrètement, les exposants seront regroupés dans les parcours de visite suivants. Vous aurez construction et aménagement, environnement et cadre de vie,
énergie et climat, transport et mobilité, sécurité et protection, technologie et transformation numérique, santé sociale et vivre ensemble, culture, sport et événements, et enfin développement territorial et attractivité. Cette nouvelle sectorisation nous a permis d'élargir de façon notable la couverture du salon. Nous aurons plus de 900 exposants. L'offre du salon s'enrichit de 220 entreprises qui exposent sur de nouveaux secteurs jamais représentés auparavant. Nous aurons par exemple des exposants sur la qualité de l'air ou bien encore sur la biodiversité. Nous avons également reconstitué et mis en scène 7 espaces immersifs représentant des lieux emblématiques des communes pour aborder des sujets d'actualité. Par exemple, vous verrez que sur le salon, nous avons reconstitué un marché pour aborder le sujet de la revitalisation des centres-villes, ou bien encore nous avons reconstitué un jardin pour traiter du sujet de la végétalisation des communes. Le programme des conférences est également étoffé. Nous aurons plus de 300 prises de parole et conférences sur le salon, contre 80 en 2019. Nous aurons des conférences classiques. Et nous aurons également des échanges participatifs que nous appelons les labs, qui sont des échanges pour favoriser les interactions entre secteur public et secteur privé. Alors, par exemple, nous aurons des labs sur la résilience urbaine ou bien encore sur la neutralité carbone appliquée au territoire. Nous aurons également les arènes de l'innovation qui accueilleront des pitchs de solutions innovantes présentés par des startups, des PME ou bien des grands groupes. Et puis enfin, vous en parliez, une dernière innovation, nous lançons avec l'AMF Mer TV, une web TV qui va permettre de diffuser une sélection de conférences qui auront lieu aussi bien pendant le congrès que pendant le salon. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis je vous donne rendez-vous sur le salon dès le 16 novembre. Merci. Merci, Monsieur Elmaleh. Christopher Baldelli, au titre de Public Sénat, pour le partenariat. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, Public Sénat sera donc cette année pour la 19e année de suite partenaire média national exclusif de l'AMF. Et je crois que cette chaîne, qui vous le savez, est une chaîne à la fois civique et citoyenne, est là au cœur de sa mission. Au cœur de sa mission parce qu'aujourd'hui, le maire, ça a été dit, mais je tiens à le dire, grâce à l'action de l'AMF, à l'action de son président, François, et naturellement à l'action de tous les maires de France, petits, moyens ou grandes villes, le maire est aujourd'hui un des élus les plus respectés, un des élus les plus présents, les plus reconnus par nos concitoyens, et donc au cœur de l'action publique et citoyenne. Donc Public Sénat, durant la semaine du Congrès des maires de France, aura un double dispositif qui se complète. D'une part, naturellement, un traitement approfondi, quotidien, du congrès de l'AMF, avec plus de 10 heures d'antenne, avec un studio installé au cœur du congrès des maires de France et avec des invités prestigieux, puisque nous ouvrirons la semaine avec le président de l'AMF, François Baroin, et nous aurons également le plaisir et l'honneur d'avoir le lendemain Monsieur David Lisnard et Monsieur Philippe Laurent, qui sont, comme vous le savez, candidats à la présidence, et également un certain nombre d'autres dispositifs tout au long de la semaine. Mais par ailleurs, nous ferons également sur Public Sénat, de cette semaine-là, la semaine des maires, c'est-à-dire que nous aurons d'autres programmes, d'autres émissions qui viseront justement dans cette approche civique et citoyenne à montrer ce que font les maires, des témoignages, des documents, notamment un document, ça a beaucoup été dit, à l'occasion de toutes ces crises et notamment de la crise du Covid, un formidable document que nous diffuserons avec un débat derrière sur la façon dont les maires ont fait face à la crise du Covid et comme leur action a été appréciée. Voilà, merci. Merci Christopher. Parfait. Donc on peut, un signe cabalistique là derrière la caméra que vous n'avez pas vu, c'était dans votre dos par le tropisme de la salle et qui m'annonce que voilà, je ne donne pas la parole à quelqu'un d'autre, mais nous pouvons passer évidemment au temps de l'échange entre vos questions et nos réponses. Qui souhaite poser la première question? Monsieur. Merci. Bonjour Monsieur le Président, César Armand, La Tribune. Quelles sont vos demandes économiques et financières au Président, au Premier ministre? Est-ce que l'un des deux d'ailleurs viendra en ouverture ou en clôture vous répondre, si j'ose dire? Et d'autre part, l'Association des petites villes de France comme France Urbaine demande à participer à France 2030. Quelles sont vous aussi vos demandes pour la gouvernance qui est en train d'être élaborée pour ce plan d'investissement? Beaucoup de questions, mais merci.
Alors, évidemment, les plus hauts dignitaires de l'État sont invités. Le président de la République honorera certainement de sa présence notre congrès. C'est un moment important, c'est un moment de partage qui est très utile. Je laisserai le soin à la future direction en ayant, si vous me le permettez, profitant ainsi de votre question, au passage, remercier sincèrement et profondément tous les membres du bureau et du comité directeur. On ne se connaissait pas tous, on ne partage pas tous les mêmes options, mais on a su, je crois, pendant de nombreuses années, laisser au vestiaire nos engagements militants, se mettre autour de la table, travailler ensemble, définir le plus grand des multiplicateurs communs. Et peut-être le point dont je suis, comme président sortant, le plus fier, c'est d'être de passer il y a 7 ans à ces maires font des ronds-points qui aboutissent dans des champs et qui ne servent pas à grand-chose, qui organisent des réceptions, la soupe est bonne, ils aiment l'écharpe, et avec des débats sur le thème, il y a trop de communes, il y a trop d'élus, il faut en supprimer la moitié. Aujourd'hui, le maire est un pilier de la République, son rôle est irremplaçable, sa responsabilité dans la cohésion sociale est reconnue de tous, mais peut-être le plus important, et là je m'adresse à tous les représentants des médias que vous êtes, c'est que vous-même, vous avez acquis le réflexe de solliciter des maires pour avoir leur point de vue sur la réalité du quotidien des Français. Et donc, vous leur avez permis d'écrire un chemin de présentation et vous leur avez donné la lumière, et ils se sont décomplexés eux-mêmes dans cette capacité à dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Et donc, peut-être l'acquis le plus important de ce mandat, c'est d'avoir décomplexé les maires et de leur permettre aujourd'hui d'être des acteurs à part entière d'un débat public qui concerne tout le monde et de mettre en lumière le rôle qui est le nôtre à leur côté pour protéger le coin de la rue. Maintenant, pour répondre à votre question, il y a une première problématique sur la partie budgétaire post-Covid. On considère, je passe sous le contrôle de Philippe, d'André, qui sont des très bons connaisseurs de ces matières, ainsi que d'autres, que la facture est de l'ordre de 5 à 6 milliards autour de cela, et que quand on voit que l'État a pris 20 points de PIB de dette en l'espace de quelques semaines ou quelques mois, et que le quoi qu'il en coûte aujourd'hui ouvre très largement les vannes, c'est incompréhensible pour nous que la prise en compte à 100% par l'État de cette dette n'ait pas été encore actée dans les positions. Donc ça, c'est une première revendication qui sera, à n'en point douter, portée par la future direction pour la prise en compte à 100%. Les efforts ont été considérables de la part des collectivités locales. On n'a pas prélevé des taxes, on a organisé le dispositif, énormément de recettes, que ce soit pour les transports en commun en site propre, que ce soit pour les terrasses, que ce soit pour l'accompagnement du milieu associatif. La facture est très lourde et elle a un impact notamment sur l'autofinancement, puisque c'est aussi tout le problème, c'est que ça a été des dépenses de fonctionnement et pas des dépenses d'investissement. Et les dépenses de fonctionnement, elles, ne sont pas susceptibles d'être remboursées au titre de la TVA, même en décalé. Et ensuite, ce sont des dépenses pour lesquelles c'est un solde net. Et je rappelle que nous, contrairement à l'État, on n'a pas le droit d'aller voir un banquier pour emprunter de l'argent pour financer notre fonctionnement. L'État, il peut. Il le peut pour ses retraites, il le peut pour la sécurité sociale, il peut emprunter pour le fonctionnement, c'est d'ailleurs ce qu'il fait tous les jours. C'est d'ailleurs ce qui se passe depuis 1 an et demi. Nous, on n'a pas le droit. Et on a cette règle d'or. Donc ça, c'est la première revendication. Et ensuite, la mise en perspective des autres revendications, je crois que ça a été évoqué très utilement et par Philippe, et par David, et par André, c'est la mise en perspective de la réorganisation des pouvoirs publics. C'est ça le défi, c'est un enjeu. Bien sûr que cette question, elle doit être l'une des 3-4 grandes idées à développer par tous les candidats à l'élection présidentielle. Bien sûr que la nouvelle organisation des pouvoirs publics est une exigence, car ce serait une faute coupable pour tous ceux qui aspirent à diriger l'État dans notre pays, de ne pas constater, après les années que nous venons de vivre, que le statu quo n'est plus possible et que c'est une impasse. Ce n'est pas une impasse pour nous, c'est une impasse pour nous, mais c'est d'abord une impasse pour l'État. Donc il doit se redéfinir, il doit reconsidérer son rôle et sa place, il doit se remuscler, se renforcer sur ses missions régaliennes, et il doit donner le plus de liberté, le plus de responsabilités, il doit transférer le plus de compétences, il doit transférer le plus de budget et le plus d'effectifs sur des sujets aussi importants que celui de la santé. Il n'y a pas de tabou. Et la question de la santé, elle doit être posée. Quelle est la place de la région? La question du bâti hospitalier doit être posée. Quelle est la place de la région, de l'intercommunalité, du département? La question du médico-social doit être posée. La question n'est-il pas venue de se demander si le département ne doit pas avoir à 100% l'exercice de cette responsabilité? La question de la proximité dans le domaine du sport. Qui finance le sport? C'est nous. La question de la culture. La culture, ce sont 3 idées, 3 piliers. Le patrimoine,
l'aide à la création, l'égal accès pour tous à la culture. Sur ces sujets, il faut aussi que l'État se remette en cause. La question du logement, on l'a vu avec l'APL, nous avons été, avec Philippe, avec André, les premiers, dès le mois de septembre, après l'annonce du collectif budgétaire visant réforme de l'APL concernant sa réduction, à dire attention danger. Danger pour les offices publics de l'habitat, qui ont puisé dans l'autofinancement, conséquence, très peu de réinvestissement pour réhabilitation, quasiment pas de construction. Ça a entraîné la construction et la production privée. La crise du logement est une bombe à retardement qui est devant nous et qui sera sur la table du futur président de la République. Et la dimension sociale est immense sur ce sujet. Il faut le mettre dans le débat et il faut le mettre dans un grand texte d'une grande ambition, d'une nouvelle organisation des pouvoirs publics autour de nouvelles libertés locales. On pourrait rajouter le tourisme et on pourrait rajouter d'autres secteurs. Cela, et je n'en doute pas une seconde, à l'unanimité de toutes les forces politiques composant la future direction de l'Association des maires de France, porteront auprès des candidats à l'élection présidentielle, dans un débat qui sera très utile et très fécond, ces problématiques-là pour qu'il y ait une avancée. Alors voilà, je pourrais être un peu plus long, je l'ai déjà été beaucoup, je m'en excuse, mais ça va donner une certaine idée des sujets et puis un peu déjà de la première enveloppe que nous voulons négocier. Quant à 2030, c'est évident. Comment imaginer, pour la raison que j'évoquais, une année globale budgétaire d'investissement public en France, ça doit être de l'ordre, je sais pas, peut-être 60, 65 milliards à peu près. L'État doit faire 9, et après il y a les investissements d'avenir. Tout le reste, c'est nous. Tout le reste, c'est nous, c'est les régions, c'est les départements, c'est les communes, les intercommunalités. Donc vous faites en parallèle, ce serait inconcevable que l'État d'autorité dise on va préparer 2030 sans les collectivités locales. C'est comme si on demandait à un coureur du Tour de France de se lancer dans la grande boucle sans vélo. Bonjour, Laurent Miguet du Moniteur des travaux publics et du bâtiment. Vous avez beaucoup insisté sur les oppositions entre l'État et les maires. Il y a aussi des points de convergence, et en particulier, je pense que c'est le cas de la transition écologique. Alors, sa traduction dans le domaine de l'aménagement, dans les 10 ans à venir, ça va être le zéro artificialisation nette. Est-ce que ce sujet peut être un sujet sur lequel le dialogue loyal et exigeant appelé de ses voeux par M. Laignel peut avoir lieu et à quelles conditions? C'est une très très vaste question. Je pense que tous les collègues maires autour de la table auraient beaucoup à dire. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut rentrer dans le détail dans une conférence de presse de cette nature. En tout cas, je vous invite fortement à participer à l'écoute des échanges qu'il y aura sur la table ronde qui sera sur le sujet. Ce n'est pas une question médiocre, hein. Elle est même très importante. Il n'y a pas de débat entre l'État et les collectivités locales, et il n'y a pas de débat entre nous sur la nécessité d'améliorer la protection de l'environnement au quotidien. Et d'ailleurs, les premiers acteurs de l'amélioration de ce sujet, c'est évidemment les maires, parce qu'ils ont la responsabilité de l'aménagement urbanistique, ils ont le cadre des plans locaux d'urbanisme, ils ont le cadre également des plans locaux de l'habitat en lien avec l'intercommunalité des voisins. Il y a la problématique du pourcentage de logements sociaux. Là, il y a l'extension des zones métropolitaines. Ça, c'est un sujet. Ça, c'est un sujet. Et c'est vrai que trouver le bon équilibre et le bon point d'équilibre entre l'accès au logement demandé par beaucoup et les tensions qui existent dans les zones où il y a des fortes concentrations de population, c'est quand même un sujet qui n'est pas simple et qui n'est pas facile. Et puis, vous avez toute la modernité. Et de ce point de vue, le Salon des maires est un complément très utile de nos travaux. Vous allez avoir à la pointe du progrès des startups, des grandes boîtes qui vont mettre au devant tout ce qui peut se faire en termes de matériaux, de construction, d'innovation, de domotique, tout ce qui va pouvoir se faire également dans le domaine des transports en commun, les avancées sur lesquelles tous les territoires travaillent dans le domaine de l'hydrogène, les investissements d'avenir qui sont sur ces sujets-là, etc., etc. Ça aura des conséquences très directes dans le quotidien. Voilà. Est-ce qu'on aura des débats avec l'État? Oui, parce que ce sera toujours à la fin des fins une question de qui paye décide et qui décide paye. Ce slogan que j'avais mis moi-même dans l'un de mes premiers discours, peut-être mon premier comme président de l'AMF au Congrès, voilà, qui paye décide et qui décide paye. Donc si l'État se contente juste de fixer des règles et en disant vous allez payer, il y aura un problème, c'est clair. Il y aura un problème sur ce sujet comme il y aura un problème sur les autres. Et c'est bien ça qui doit faire aussi partie du cadre de discussion entre l'État et les collectivités, et nous en particulier, sur l'ensemble des thèmes qui seront abordés. Bonjour, Romain Mazon à la Gazette des communes.
deux questions. La première, c'est relative à l'élection présidentielle. Est-ce que l'AMF compte jouer un rôle dans le débat présidentiel et pour faire advenir le sujet de la décentralisation dont parlait Philippe Laurent? Est-ce que vous comptez solliciter les candidats, leur demander de s'engager sur des plateformes, par exemple? Et la deuxième, c'est sur la contractualisation. Vos collègues de la PVF se disent prêts à reprendre une discussion avec l'État sur une nouvelle génération de contrats type Cahors. Est-ce que vous dites que ce mode de fonctionnement n'est plus entendable ou est-ce qu'ils peuvent renaître sous une forme qui sera amendée et dans quel terme? Alors, sur le premier point, il appartiendra clairement au futur président et à la prochaine direction de prendre les initiatives rapidement dès le lendemain du congrès des maires de France pour trouver les modalités, le lieu et le cadre de rencontre avec tous les candidats une fois qu'ils seront connus à l'élection présidentielle. Je suppose que ça fera partie des débats. Si vous posez la question au maire de Troyes que je suis et qui le reste, et au président de l'association des maires de l'Aube et qui le reste, que je suis, je souhaite qu'il y ait évidemment une forte initiative de l'association des maires de France et qui sollicite non seulement l'écriture d'une plateforme sur des revendications qui seront portées par l'AMF tout entière, mais qui sollicitera peut-être également les engagements de la part des candidats pour que ce soit clair. Parce que ça, c'est la base d'un contrat. Si je prends la dernière élection, c'était la première fois que l'AMF faisait venir les candidats à l'élection présidentielle. Avant, on envoyait un courrier, X questions, X réponses, et puis ensuite on en fait une synthèse, on le met dans le réseau, et puis chacun choisit. Là, on a eu cet échange. La première parole n'a pas été tenue, pardon de le dire. L'engagement d'Emmanuel Macron, c'était 10 milliards. 10 milliards de dotations en moins sur lesquels on n'était évidemment pas d'accord. Évidemment pas d'accord. Parce qu'on n'est pas d'accord avec la réduction des dotations pour la simple et bonne raison, c'est que c'est le non-respect de l'État dans sa parole. La dotation, ce n'est pas une subvention, on ne tend pas la main. La dotation, c'est un devoir pour l'État de rembourser à l'euro les décisions qu'il a prises dans les lois de finances en général pour supprimer des impôts qui financent les caisses des collectivités locales et d'une certaine manière qui garantit constitutionnellement la libre administration des collectivités locales. Donc ces 10 milliards, on n'était pas d'accord, mais on l'a écouté. Et on l'a écouté avec respect. Et 3 mois plus tard, au mois de juillet, au Sénat, il dit ça va être 13 milliards. Ça, c'est pas un contrat. Ça, c'est pas le respect de la parole donnée. Et ça nous a pris de court. Et d'ailleurs, ça a été le premier élément de tension avec ce pouvoir. Non pas à son égard personnel, mais sur la méthode, et sur la manière, et sur les objectifs. Donc voilà, je pense qu'il faudra certainement un contrat, mais c'est évidemment au nouveau président, à la nouvelle direction de le faire. Quant au reste, je vais peut-être laisser, je ne vais pas monopoliser la parole, peut-être laisser le soin, je ne sais pas, en vrai, à Philippe David, s'il le souhaite, de répondre à la deuxième partie de votre question. Sur les contrats de Cahors, je crois qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde est d'accord pour considérer que ça a été une mauvaise opération. Personne parmi les élus. J'entends, je lis ce qui s'écrit par ailleurs ou se dit par ailleurs dans d'autres cercles. Mais en ce qui concerne les élus, le constat a été fait que c'était une mauvaise méthode et que ça n'était pas un contrat. Nous sommes toujours pour des contrats, mais des contrats qui peuvent être négociés réellement, non pas des contrats punitifs. Quand on vous dit, si vous ne signez pas tel contrat, vous n'aurez plus de crédit, ce n'est pas une négociation, ce n'est pas un contrat. Ou alors, il faut lui adjoindre le qualificatif que j'ai déjà utilisé de contrat léonin, c'est-à-dire où une seule partie fixe les règles. S'il s'agit de vrais contrats, je veux dire, nous passons notre temps à signer des contrats dans nos collectivités locales. Personne n'est contre le principe du contrat. Mais encore faut-il, je le répète, que ce soit un accord de volonté entre partenaires et que cet accord soit évidemment équilibré. Sur le principe, nul ne peut être contre. Mais surtout, ne cherchons pas, avec quelques petites astuces ou quelques changements de virgule, à nous reproposer ce qui a été globalement un échec. D'autres questions? Ça marche? Ça marche pas? Comment on fait? Monsieur. Julien Moschetti, quotidien du médecin. Je voudrais savoir...
Là, oui, pardon. La position de l'AMF sur 2 points. Quelle est la place et le rôle que peuvent jouer les maires pour lutter contre la désertification médicale, pardon, et pour finalement lutter aussi contre la fermeture des urgences. On voit qu'aujourd'hui, elles sont saturées. Est-ce que vous êtes, par exemple, favorable à un moratoire sur la fermeture des lits? Et est-ce que sur la désertification médicale, vous êtes favorable à la coercition pour favoriser l'installation des médecins? Je ne sais pas si vos lecteurs, si d'aventure ils lisaient dans la voix de l'AMF la coercition pour une tonalité d'inspiration libérale, de liberté d'installation et de choix de métier, ils seraient pleinement satisfaits. Donc ce n'est pas un terme qu'on va prendre évidemment à notre signature. Sur la désertification, l'AMF a pris des positions, on a une commission avec des gens extraordinairement compétents, on a pas mal de maires d'ailleurs qui sont eux-mêmes médecins, et les positions sont connues, ça fait partie de nos revendications. Je crois en tout cas que globalement sur la santé, il y a un avant et un après Covid. Tout le monde a bien compris que le domaine de la santé publique, il y avait un cadre régalien que nous ne contestons pas. C'est bien sûr à l'État de protéger sa population, le lien avec l'OMS, le cadre général de l'alerte des épidémies, les campagnes publiques de promotion autour de la préservation de la santé de chacune et de chacun, etc., etc. Mais en revanche, il est inenvisageable de ne pas tenir compte des faillites de l'État dans la première partie, c'est-à-dire globalement la première année de la gestion du Covid. Ça a été vu, et la désertification est un point parmi d'autres, mais il y a eu une accélération à travers le développement des consultations à distance qui a permis quand même déjà de combler les termes, et ce sont bien les maires qui ont été à la manœuvre. Dans le domaine de la logistique, l'échec de l'État le plus frappant sur les 6 premiers mois, c'est la logistique. La bataille a été perdue sur le dernier kilomètre. Et qui a compensé cela? Ce sont les maires. Les régions ont fait leur travail, les départements ont fait leur travail, mais les maires ont été à la manœuvre. Sur la distribution, sur l'organisation, sur la fabrication, l'État a été complètement contourné parce que le sol s'est dérobé sous ses pieds. Tout simplement parce que la politique portée sur un ministère de la Santé qui a été le pilote de la crise. Et c'est probablement une erreur. Il fallait que le ministère de la Santé pilote la crise sur la coordination des informations globales concernant l'évolution du Covid et la recherche et du développement et de la future vaccination, etc. Mais en revanche, c'était au ministère de l'Intérieur ou de la Défense de gérer la coordination de la première partie jusqu'à la dernière partie. Or, ils n'ont pas rétabli le Conseil national de la sécurité civile qui avait été, au fond, mis sous cloche sous le quinquennat de François Hollande. Or, le ministère de la Santé, qui est un ministère composé de gens de qualité, c'est d'abord un régulateur budgétaire. Donc, c'est des lits en moins. C'est l'ONDAM. C'est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. C'est en général toujours à la baisse et c'est toujours comprimé. Et donc, les 6 premiers mois, ça tient. Les 6 derniers mois, on coupe les vivres. D'ailleurs, un exemple, 1 mois et demi après la crise, tout le monde était confiné. Vous avez un directeur d'ARS qui avait pris une position publique pour dire une fois que ce sera terminé, on continuera de fermer les lits, c'était à Nancy. C'est dire que le problème culturel, il est profondément ancré. Donc c'est un ministère de régulation budgétaire à la baisse, c'est un ministère hospitalo-centré, il ne s'est pas occupé, il ne s'occupe pas de la médecine de ville, qui sous-traite à la CNAM, 90% des soins, notamment sur le Covid au départ, c'était la médecine de ville. Qui s'est occupé de la médecine de ville, c'est nous. Qui a distribué des masques aux infirmières, aux aides-soignantes, aux médecins de ville, c'est nous. Qui a protégé les protecteurs, c'est nous. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et enfin, il a une conception ultra centralisée, mais ultra centralisée de son fonctionnement. Et donc ça, il faut faire sauter ce verrou-là. Donc ça, c'est un premier enseignement. Et ça aura des conséquences pour les réponses apportées à la question que vous avez pertinemment posée sur l'organisation globale du numerus clausus, de la production de médecins, etc. Un médecin, un interne, il est à la disposition de tous les hôpitaux d'une région. Il ne doit pas être à la disposition uniquement du CHU, là où il est formé. Et ça, c'est la question posée par les réformes, non pas des gouvernements auxquels j'ai appartenu, pour dire les choses, mais c'est la réforme Kouchner. La réforme Kouchner, en fait, a eu des conséquences désastreuses sur l'organisation générale du cadre d'affectation des médecins dans notre pays. Donc il faut le revoir. Enfin, sur la gouvernance de nos hôpitaux, nous sommes favorables et nous avons pris des positions unanimement pour que le maire qui a un hôpital, en général une ville-centre, soit à la tête d'un conseil d'administration et non pas d'un conseil de surveillance.
pour qu'il puisse être un des acteurs, non pas sur la cheminée, qu'on époussière le vendredi avant le week-end, en le retrouvant tout propre et tout neuf le lundi, mais qu'il soit un acteur de la définition du projet d'établissement. Pourquoi? Parce qu'il sera en conséquence là pour dire la santé étant une priorité du développement de mon territoire, je veux, moi, collectivité locale et également président du conseil d'administration, pouvoir financer justement la question que vous posez concernant notamment les lits. Une collectivité locale doit pouvoir dire ma priorité c'est d'accompagner l'hôpital, c'est ma priorité, je veux que ce soit attractif. Et ben, je veux pouvoir développer les urgences, je veux pouvoir investir dans les lits, je veux pouvoir investir dans les matériaux. Or aujourd'hui on n'a même pas les véhicules législatifs et réglementaires pour pouvoir le faire, ou alors on bricole. Donc le bricolage n'est plus de mise. C'est ça au fond. Et ça c'est noble, ce ne sont pas des débats médiocres. Et ce sont des débats qui doivent être portés dans cette campagne présidentielle. Et je ne doute pas que l'AMF aura à connaître à la fois de la situation et aura à apporter une pierre très importante pour faire bouger l'État sur cette question. Et ça a été évoqué, c'est une question culturelle d'abord et avant tout. Bonjour. Olivier Konajewski, Croyance-et-Ville. Lors des auditions en fait, à l'Assemblée sur la loi respectant en fait, pour le respect des principes de la République, vous aviez avancé l'idée d'une neutralité d'un espace public avec une géométrie nouvelle, en fait, qui était une géométrie temporelle et une géométrie fonctionnelle, hein, puisque est-ce que ce travail va être repris et approfondi par l'AMF peut-être déjà au salon, enfin au congrès, et puis à proposer dans le futur? Alors d'abord, merci, hein, c'est toujours auprès des bons auteurs qu'on trouve les meilleures citations, donc je vous remercie infiniment de me citer sur effectivement une audition à laquelle j'avais répondu favorablement, et c'est normal, on est à la disposition du Parlement, au moment où le Parlement a eu à connaître de ce texte. Je ne sais pas si ça fait partie du testament ou d'un héritage, c'est selon le regard négatif ou positif que l'on porte sur telle ou telle action. En tout cas, c'est une idée effectivement personnelle que j'ai travaillée, mais je pense qu'il faut qu'elle soit explorée dans un détail un peu plus important. Il se trouve, comme vous le savez, que je suis à l'origine, directement ou indirectement, de l'interdiction du voile ou des signes ostensibles à l'école par un rapport que j'avais produit et que j'avais donné au président de la République de l'époque, Jacques Chirac, qui est le Premier ministre. Et qu'à ce titre, nous avions travaillé sur plusieurs pistes, et notamment une piste aujourd'hui était la problématique de la définition, non pas de l'espace public, mais de l'espace du service public. Et c'est ça, la question réglementaire et juridique qui peut être intéressante à creuser, mais pour cela, il faudra franchir, je dirais, le premier bataillon de juristes du Conseil d'État ou autre, mais il faut qualifier l'espace du service public. On a une définition d'un espace privé, on a une définition globalement d'un espace public, on n'a pas une définition, une qualification de l'espace du service public. Donc ça peut aller des vestiaires d'un complexe sportif à une zone de parking, au stade de foot, au terrain d'entraînement, à une piscine, à l'arrivée dans la piscine, les transports en commun, le périmètre du bus, la place d'un hôtel de ville. Donc moi, mon idée, effectivement, c'était une reconquête républicaine par une reconquête territoriale, de telle sorte que nous pourrions trouver le bon équilibre entre ce qui relève du service public et donc de la continuité de l'État dans sa mission éminente d'application du principe de laïcité, c'est-à-dire de séparation stricte, et avec la question qui sera évidemment adjacente, qui sera la responsabilité pour l'agent du service public et la responsabilité pour l'usager de ce service public. Voilà, donc si l'AMF reprend ses réflexions, ses travaux, ayant pris d'ailleurs des positions parmi les tout premiers, puisque je rappelle qu'on avait un vade-mecum sur la laïcité pour lequel nous avions beaucoup travaillé, qui avait été largement débattu et qui, pour certains d'ailleurs, a provoqué quelques polémiques, mais qui avait permis aussi de clarifier le sujet. Donc, si la question est de savoir si je considère que l'idée que j'ai proposée est bonne, j'ai encore aujourd'hui, quelques mois plus tard, la faiblesse de considérer qu'elle peut encore voler un temps. Oui. Mohamed. Merci. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, et notamment par rapport au congrès qui arrive sur notre sujet de fond qui est l'après-crise. Moi, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, le débat national, le récit national, c'est quel projet pour notre pays, mais quel projet pour notre planète. Et aujourd'hui, par rapport à la question de la santé, l'enjeu est comment on protège la santé des individus, de notre pays et de notre planète. C'est comme ça que je vois un peu les choses et je pense que c'est le débat qu'on va avoir, qu'on doit porter d'un point de vue national.
Ensuite, il y a la question de la méthode. Et par rapport au positionnement de l'AMF, moi, je renvoie toujours à une question. C'est pas la question de l'organisation en tant qu'organisation, c'est la question de la gouvernance partagée. Notre débat, c'est pas de dire c'est nous face à l'État. Notre débat est de dire l'intérêt général, ça nous concerne tous, du citoyen à l'État, et c'est comment on trouve une organisation qui permet d'avoir une gouvernance partagée. Et j'ai tendance à dire qu'à travers le congrès qui arrive dans quelques jours, le choix de l'Association des maires des France est d'aller vers le citoyen et de mettre en responsabilité le citoyen avec l'institution, les collectivités, pour répondre aux enjeux de demain. Et la projection et les propositions de l'État ne vont pas dans ce sens-là et sont pour moi une erreur stratégique. Et aujourd'hui, la position de l'AMF, elle est relativement simple. C'est comment on travaille à une gouvernance partagée du citoyen à l'État pour répondre à un projet très simple. Comment on garantit la santé des individus, de notre pays et de la planète. D'autres questions? Bon, eh bien, écoutez, on se retrouve avec grand plaisir dans 15 jours. Merci beaucoup.